Ce serait bien si la diaspora pouvait être plus utile et plus percutante. Mais moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est ce que les Africains en Afrique pensent d'eux-mêmes et veulent faire d'eux-mêmes. Je crois que l'avenir du continent se jouera là-bas. You go to work, you come back, you go to work, you pay taxes. At the end of the day, the money is finished. Come here, build your beautiful house, invest in any small businesses in here and make a fortune because Africa is the future. Nous avons la faculté de grandir ensemble. À l'Université de Sherbrooke, nous avons plusieurs facultés, dont celle de vous propulser. Bienvenue dans le podcast Scream Nomads, l'émission dédiée à la découverte des étudiants et anciens étudiants au parcours excellent partout dans le monde. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces femmes et hommes qui ont quitté leur famille à la recherche d'une éducation de pointe. Bonsoir à tous, bonjour à tous, en fonction du moment de la journée où vous m'écoutez. Mon nom est Saïd Bouharé, étudiant en master en sciences de l'environnement à l'Université de Genève. Je vous souhaite la bienvenue au 4e épisode du podcast Scream Nomads. Nous sommes aujourd'hui avec un ancien Togolais d'Algérie, de France et maintenant au Canada, nommé Komlan Kumbogle. Nous avons l'honneur, le privilège de l'accueillir aujourd'hui pour partager avec nous ses expériences, ses astuces, son retour par rapport à tous ces voyages qu'il a fait aux 4 coins de la planète. Donc, en quelques secondes, disons 60 secondes, je vais demander à Komlan de se présenter. Komlan, du coup, alias Rodrigue, de se présenter. Ok, ouais, c'est ça. Ben, la plupart des gens qui m'ont côtoyé, là, surtout en Algérie, en France, ils me connaissent sous le nom de Rodrigue. Ben, disons que c'est le nom de baptême, là, comme la plupart des Togolais. Ok. Mais là, au Canada, puisque c'est plus vraiment professionnel, là, j'utilise Komlan. Ok, super. Ok, donc moi, c'est Combo Komlan. Ben, ceux qui me connaissent sous le prénom de Rodrigue, là, ils reconnaîtront pas la voix. Donc, je suis actuellement étudiant en doctorat en génie chimique à l'Université de Sherbrooke au Canada. Et ouais, c'est ça. Donc, nous travaillons particulièrement sur des problèmes qui surviennent lors de la fabrication des comprimés pharmaceutiques. Et je travaille en collaboration avec Pfizer actuellement. Et ben, là, la COVID a un peu tout chamboulé. Là, j'espère que je vais finir assez tôt. Là. Je m'étais prévu de finir cette thèse cette année. Mais bon, on verra où ça. On verra quand ça va finir. Ah, du coup, on peut enchaîner. Quel a été ton parcours depuis Lomé jusqu'à aujourd'hui? Alors, moi, j'ai eu mon bac au lycée d'Agoué en 2008. Comme moi, en fait. J'ai fait le lycée d'Agoué Centre aussi. Oui, c'est ça. Nous sommes tellement nombreux à l'étranger ayant passé par le lycée d'Agoué. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, même le lycée d'Agoué, en tout cas au moment où j'étais encore lycéen, c'était le plus grand lycée du Togo en termes d'effectifs. Ok. Ouais. Du coup, il y a eu énormément qui sont passés par là, en fait. Ok, mais s'ils pouvaient augmenter le nombre de salles. Ouais, c'est sûr que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup, ouais, je suis sûr. Les secondes viennent le soir, les premières viennent le matin, les terminales, c'est tout le temps. Et à cause du problème de salle. Mais bon, voilà quoi. Ouais, après le bac, je suis rentré à l'Université de Lomé pour continuer en médecine. Disons que j'ai fait une première année de médecine. Et le problème que j'avais eu, c'est que j'ai été en retard à un examen de biologie là, qui avait un coefficient assez élevé.
Et du coup, ils m'ont pas. Ça, c'est les examens finaux là, de première année de médecine. Ah ouais. Et ouais, du coup, ils m'ont pas laissé rentrer dans la salle d'examen. Ce qui a fait que, parce que la médecine à Lomé, ça ne blague pas là, c'est où tu as une moyenne qui te permet de redoubler, ou bah, à mon temps là, on te chasse directement là de la faculté. Ouais. Ouais, et donc, ben, avec ça, j'ai pas réussi mon examen final. Et puis, j'ai eu la chance aussi que la bourse d'Algérie me soit accordée également. Et puis, ça m'a permis d'aller en Algérie avec la bourse que j'ai obtenue au niveau de la DBS de Lomé. OK. Ouais. Et puis, quand je suis arrivé en Algérie, la découverte comme tout le monde, hein. Bavzoar. La première semaine, écoute, on va dire que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, on est parti à Naba, où j'ai fait pratiquement tout mon parcours. Puisque moi, j'étais vraiment amoureux de la médecine, là, j'ai essayé de changer de filière. Ah. Oui, j'ai essayé de changer de filière. Après la première année de sciences de la matière, bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Sciences de la matière, c'est un peu physique-chimie, là. Et, j'ai tenté de m'orienter vers la médecine, mais ils m'ont dit que je devais avoir, au bac, je devais avoir 18 sur 20 en SVT. Je dis, OK, redonnez-moi mes dossiers. Là d'où je viens, c'est pas tout le monde qui a cette note-là. Ouais. En SVT, oh, man, tu blagues. Mais du coup, après le refus, je me suis contenté de la science de la matière, là. Que j'ai aimé par après, parce que après la licence, j'ai fait une licence en physique. Et là, je me suis dirigé vers un master de physique des matériaux et nanostructures. Pour comprendre comment adapter des matériaux, disons, pour chaque environnement donné, là, et selon l'application. Et donc, ouais, j'ai eu ce master-là en Algérie, donc physique des matériaux et nanostructures. En licence, j'ai été major de promo. Et puis, après ça, je me voyais, disons que après la licence, je me suis dit que je vais continuer en France. Il y avait toujours un petit amour là, à la médecine, donc je voulais faire la physique médicale à Lille, tu vois. Ah, OK. C'est ça. Donc, j'ai postulé, ils m'ont accepté et tout. Le visa n'a pas marché. À Naba, le visa n'a pas marché. Je me suis dit, non, je vais rentrer là pour aller le tenter à Lomé. Je suis rentré à Lomé, le même scénario, ça n'a toujours pas marché. Mais quand je te dis que j'étais dégoûté, oui, mais ouais, c'est ça. Ce qui a fait que le Master 1, le Master 2, disons que j'étais pas à 100%, je ratais des cours, je venais même pas des fois. Ils m'ont même convié au truc là des professeurs là pour me donner, pour me remettre sur le droit chemin, je vais dire. Wow. Ouais, il y a des professeurs qui se sont plaints là que j'étais pas là, je venais justement aux examens. Ah, wow. C'est ça. Donc, ouais, je me suis ressaisi. Ce qui a fait que pour mon master, là, j'ai été deuxième de ma promotion. Mais c'était pas grave non plus, là. Et puis, ouais, après ça, j'avais en tête d'aller poursuivre en matériaux, mais là, c'est les polymères. D'aller faire un master sur les polymères à Strasbourg. Donc, après le master 2 en France, là, j'ai fait Campus France et puis je suis parti déposer mes dossiers à Alger pour le visa. Et là, ça a marché. Disons que j'avais quoi en poche là? Disons 1500 €. Wow. Et je croyais que arrivé en France, là, je pouvais m'en sortir avec les 1600. Je me disais que j'arrive, je prends la chambre
d'étudiants, là, je pense que ça fait quoi? Comme en Algérie? Ouais, comme en Algérie, mais je savais que c'était payant. Je me suis renseigné, ils m'ont dit 300 quelque chose. Là, je m'étais dit, ben, 300, si je paye 2 mois, disons que le deuxième mois, je trouve un boulot, ben, tu vois, c'est parti là. Ouais. Donc, je suis arrivé, je vais au CROUS, ou les personnes là qui s'occupent des logements étudiants. Ben, ils me disent que non, pour prendre la chambre, il faut déposer, comment ils appellent ça? Voilà, une garantie de 6 mois. 6 mois? Ben oui. Wow. Pour déposer une garantie de 6 mois, argent que je n'avais pas. Et puis moi, je suis ici d'une famille modérée, donc je ne pouvais pas non plus appeler la base pour me venir en aide, tu vois. Ouais. Wow. Ouais, du coup, disons que pendant 3 semaines, j'ai été hébergé par un Sénégalais. Donc, quand je te dis hébergé, c'est hébergé, nourri et tout, hein, parce que, ouais, j'étais vraiment un truc là. Parce que je pense, ouais, c'est ça. J'ai passé 3 semaines chez lui et après, j'étais parti chez une tante là qui vivait au Mans, qui est vraiment, je pense, c'est près de Paris, je crois, le Mans. Il y a ma tante là qui m'a hébergé pendant 2 semaines et puis après, je suis rentré à Lomé, tu vois. Ah, ok. Ouais, parce que les moyens que j'avais là, je ne pouvais pas lui dire à ma tante là non plus de me payer le logement et tout. Donc, là, je me suis dit, ben, je vais rentrer à Lomé pour voir si je peux faire une thèse, disons, à l'université de Lomé. Ah, mais attends, donc ça veut dire que tu avais arrêté les études ou comment tu es rentré? Ouais, non, je me suis même pas inscrit. J'ai suivi un seul cours. Oh. Ouais, j'ai pas payé l'inscription parce que les moyens étaient limités. Je voulais d'abord assurer la chambre, tu vois. C'est ça. Mais si j'assure pas la chambre et puis je vais pas m'inscrire là, ils vont plus me rembourser. Hein. C'est ça. Donc, du coup, ben, j'ai pas continué l'étude à Strasbourg. Je suis rentré. Je pense que c'était en 2015. Ouais, c'était en 2015. J'étais rentré en octobre ou novembre, un truc comme ça, 2015. Et puis, ben, j'étais parti faire les démarches là, à l'université de Lomé pour voir si je pouvais faire une thèse. Ben, le système à Lomé, c'est tellement compliqué. Tu cherches à prendre rendez-vous avec les professeurs là. Monsieur Napo, qui était bien connu en physique. Très, très connu, monsieur Napo. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai même pas pu le voir. Okay. Et puis, j'étais aussi parti en l'INSI là, pour voir si je pouvais convertir mon diplôme, disons, 2e année d'ingénierie pour faire la 3e année directement, ou un truc comme ça, mais non. Même là, il faut vraiment connaître beaucoup de personnes pour faire ça. Wow. Donc, ouais, j'étais vraiment... pas dans la merde, mais c'était compliqué, tu vois. Ouais. C'était compliqué. Et puis, c'est Napo, je dis Napo, Yao, le président des étudiants togolais en Algérie, là, à mon temps, voilà, qui m'a filé un tuyau, là, qui m'a dit qu'il y a le consulat français qui organisait qui sélectionnait des étudiants, là, par le biais de Campus France, pour leur octroyer des bourses et puis aller étudier en France. Donc, ben, j'ai juste déposé mon dossier comme ça, là, parce que moi, c'est le genre de truc, je me dis qu'il y a toujours des candidats préférés qui sont présélectionnés. Donc, tu vois, disons qu'ils cherchent seulement 15 étudiants sur des milliers de dossiers. Donc, je m'étais dit que, écoute, c'est pas grave, là, je vais déposer mon dossier pour voir ce que ça va donner. Et je me rappelle très bien, là, je pensais que c'était un soir, on avait un match pour aller jouer au foot. Je partais au foot là. Et il y a mon portable qui a vibré là, mon Gmail, et puis je vois qu'on me dit que je suis présélectionné pour un entretien. Je n'étais même plus parti au foot. Waouh, ouais, ça c'est sûr. Hein? Mais quand je te dis, je ne sais même pas comment qualifier ça, quoi. C'est comme une décharge là que j'ai ressentie. Je me suis dit, oh, écoute,
Là, je pense que je vais juste rentrer là pour aller voir comment les entretiens se passent et tout. Parce que j'ai la même émotion quand j'ai eu l'admission à l'Université de Genève. Ah, j'imagine, hein? Incroyable. Ok. Ah, c'est vraiment, non, c'est bien, c'est vraiment. Ben, il faut le vivre pour le savoir. Surtout quand tu n'as plus d'autre choix, ouais. Donc, quand tu n'as qu'une seule option, et c'est que ça. cette option marche, waouh. Ok, donc du coup, ouais, je suis rentré là et puis voilà, annoncer la nouvelle à quelques personnes et puis je suis parti me concentrer sur l'entretien pour voir ce que ça va donner. Et ben, ils m'ont donné l'avis favorable, disons le mercredi et puis c'était dans une semaine l'entretien. Ok. Ouais, donc j'étais parti là, bien préparé. Je suis parti passer l'entretien tranquille, mais je ne savais pas quelle énergie m'animait ce jour-là, mais c'est-à-dire que c'était du tac au tac, quoi. Tu vois. Ouais, parce que j'avais postulé pour l'université de Lorraine à Nancy, dans une formation qui est la métallurgie avancée. Donc, j'étais parti dans l'objectif de les convaincre que, par exemple, si tu prends le Togo, les minerais de fer qu'on a actuellement, là, ce sont les Indiens qui les exploitent. Ouais, je crois que c'est à Bassar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, la plupart de nos ingénieurs métallurgistes, là, ils ne trouvent même pas de boulot là-bas où tu es sous-exploité là-bas et tout, là. Et donc, j'ai quand même fait une petite enquête sur comment ça marche et puis la quantité de minerais là qu'on avait au Togo. Et puis, j'étais parti leur déballer tout ça là. Je leur ai dit que ben, ça, c'est une idée que j'ai en tête là, que c'est pas normal tous nos minerais soient exploités par des Indiens et puis les Togolais s'en sortent de nous. On a tellement de métallurgistes en Occident, des Togolais, je veux dire. Et donc, c'est vraiment dommage qu'on n'en profite même pas des minerais qui se trouvent dans notre sous-sol. Mais après tout ça, tu vois, il y avait le conseiller du diplomate, là, du consul, qui me proposait même d'abandonner la carrière de métallurgiste, de devenir diplomate. Il me disait que j'ai vraiment la grande... Ouais, que j'ai vraiment la grande... Mais moi, je te dis, je ne suis pas comme ça. Hein, et le jour-là, je ne savais même pas ce qui m'animait, je t'assure. Ah oui. Donc, après l'entretien, ils m'ont sélectionné là pour le master. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé en France à faire À nouveau. Ouais, c'est ça, la métallurgie. Mais là, je sais que j'ai une bourse, tu vois. J'aurais pas de problème. Et puis, les études se sont très bien passées. J'ai eu à faire un stage là, à Toulouse, dans une entreprise qui s'appelle Mecaprotec. Ben bon, bref. Donc, le master s'est très bien passé, mais j'ai dû galérer quand même pour trouver un stage de fin d'année. Oui, j'ai vraiment galéré pour trouver un stage de fin d'année, même si je faisais partie des meilleurs de ma promotion. C'est toujours comme ça, là. Parce qu'en gros, dans la formation, il fallait faire un stage pour valider le master, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un master professionnel de l'Université de Lorraine. Donc, c'est ça, il fallait trouver un stage pour valider. Et puis, c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai galéré pendant 6 mois pour trouver un stage. Wow. Et dis-toi que bien avant ça, ils avaient coupé la bourse, là. Ouais, ils avaient coupé la bourse. Donc, disons que ce sont c'est ce que j'ai mis de côté là qui m'avait permis de subvenir à mes besoins, disons. Et puis, après ça, j'ai eu le stage candidature spontanée, hein, ils m'ont appelé, j'étais parti, c'était maigrement payé, mais bon, j'avais pas le choix. C'était un truc de quoi, si je me rappelle, le minimum là qui paye 500 quelque chose, là, 510 €. Wow. Et puis, plus des tickets de resto. C'était ça, la paye. Ouais.
Alors là, il fallait se déplacer à Toulouse. Je suis parti à Toulouse. Le studio que j'ai eu, c'était un truc de 400, 450, 460. Ben, dis-toi que la paye du stage rentrait dans tout ça, là. Ouais. Ah ouais. Donc, disons qu'il me restait un truc de 60 euros à la fin, après que j'ai payé tout ça. Et puis, je faisais mes courses avec les tickets de resto. Hein. J'avais pas le choix. Ouais. Donc, j'ai vécu 6 mois comme ça. Et pendant ce temps, les gens Lomé croient que tu es dans du bon, là. Le linguiste, il est à l'aise. Il est à l'aise, mais ouais, ben, chaque soir, je me plaignais pas non plus, là. Mais voilà. En tout cas, s'il y a des Togolais là qui vont faire cette formation, je sais pas. Même n'importe quelle formation là en France, il faut vraiment préparer son stage bien avant de commencer le master. Parce que ce sont des trucs là qu'on ne nous dit pas, mais ça a des répercussions après, tu vois. Okay. Moi, je faisais la formation tout en croyant que le stage sera garanti à la fin là. Ouais, bon, j'ai fini la formation avant de commencer à chercher mon stage, en fait. Ah ouais, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il faut commencer à chercher à la fin de la formation. C'est ça. Dès que tu commences la formation, tu te renseignes auprès de tous les profs. D'accord. D'habitude, ils ont du relationnel là, dans les entreprises ou dans des laboratoires à l'université. Et ouais, ils peuvent ils peuvent t'octroyer un sujet eux-mêmes ou te conseiller d'autres personnes à qui tu vas envoyer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai pas fait, c'est ce qui a fait que j'ai un peu galéré à trouver mon stage. Donc, après ce stage, ben, commence une autre galère, trouver un boulot. Oh mon Dieu, ouais, c'était. Bah, là, je te dis déjà qu'après le stage, il ne me restait rien du tout parce que tout est rentré dans le loyer, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, de retour à Nancy, j'ai repris la cité universitaire dans laquelle j'étais. J'ai repris ma chambre et puis. Mais le problème aussi, c'était qu'il fallait payer la chambre. Et puis, c'était vraiment galère. J'étais vraiment à la limite là, quand j'ai fini le stage. Et donc, ben, je ne trouvais pas de boulot. Je parcourais toute la France là, pour aller passer des entretiens. Je ne sais pas si tu vois Nice un peu. C'est vraiment Nice, au sud de la France, ouais. Au sud de la France. Donc, j'ai quitté Nancy un aller-retour pour aller passer un entretien. Et puis, imagine-toi que les mecs, ils ne payent même pas le déplacement. Et puis, après, c'est juste pour t'envoyer que ta candidature a été quoi malheureusement. Comme ça. J'en ai eu plusieurs de ces réponses-là. Ouais. Ben, je ne sais pas combien de mois j'ai fait, plus de 6 mois avec ça. Et j'ai été obligé de rendre la chambre dans le site universitaire parce que je ne pouvais plus payer le loyer là. Ouais. Et c'est un frère togolais, Serge Zotoblov. Il m'a hébergé Bon, écoute, des fois, tu te couches sur la table, des trucs comme ça. Et lui aussi, c'était un 9 mètres carrés, hein, il n'avait pas le choix là. Wow, 9 mètres carrés. Ouais. Wow. Donc, il m'a hébergé chez lui. Ben, on avait quelques Togolais en ville là. Ben, disons que dans la journée, tu peux rester chez eux et puis le soir, et après, je pense que j'ai eu là un petit boulot, disons un boulot étudiant chez Peugeot à Montbéliard. C'est une ville qui est à côté de Belfort. Donc, Montbéliard héberge au fait le siège de fabrication des voitures Peugeot. OK. Ouais, c'est ça. Donc, ils cherchaient des ouvriers là pour faire la ronde là. Donc, travailler de nuit, travailler de jour. Là. Et, c'était, je vais dire que c'est le boulot qui m'a le plus payé en France. C'était très bien payé. Les ouvriers étaient payés comme des ingénieurs. Surtout si tu te déplaçais là. Ouais. Ouais.
Je sais pas, hein, je pouvais toucher, par mois, je pouvais toucher 3 000 euros. Hein. Sérieusement? En France? Ouais. Oui, oui, oui. Parce que, puisque ils m'ont déplacé de Nancy, Ouais. donc ils considéraient ça comme un déplacement. Ok, ouais, je vois. Mais moi, en temps, j'ai pris un studio à Montbéliard, quoi, pour ne pas dépenser pour les allers-retours. Ah oui, ouais. C'est ça. Déjà, j'ai pas de studio à Nancy, donc j'avais rien à perdre, tu vois. Ouais, Mais ils considéraient de toute façon que je me déplaçais. ouais. Donc, ce qui faisait que je pouvais me retrouver avec 3 000 euros à la fin du mois. Ouais, ben, je te dis, hein, c'est mon découvert qui a tout pris au début, là, parce que j'étais à des... Tout ce qu'on me payait, là, au niveau de Peugeot, là, ben, je prenais ça pour payer ma carte de crédit, je vais dire, au début. Mais après, j'ai... Peut-être qu'on va expliquer c'est quoi être à découvert, c'est quoi une carte de crédit, parce que bon, quand on est à Lomé ou dans certains pays où ça n'existe pas, on ne sait pas forcément ce que c'est. Bon, moi, j'ai appris à être à découvert ici, hein, franchement. Ben, même moi, hein, ben non, c'est clair, là. Même moi, en Algérie, on n'avait pas de carte. Hein. Exactement. C'est ça, donc... Ben, disons que en France, le système, c'est tu as une seule carte. Hein, disons, ça fait débit et crédit en même temps. Okay. Et au niveau du crédit, ils t'accordent un seuil là que tu peux pas dépasser. C'est-à-dire, ils appellent ça le découvert. Genre, moi, quand j'étais arrivé, ils m'avaient accordé 500 euros. Donc, je pouvais avoir 0 euros sur mon compte, mais j'ai 500 euros de garantie de dépenses que je pouvais faire. Ok. Tu vois? Donc, à la base, ouais, c'était ça. Mais après moi, pour me déplacer là, pour aller puisque j'étais pas payé tout de suite, j'ai dû faire un prêt au niveau de la Société Générale et ils l'ont ajouté à mon découvert. Donc, ça faisait un truc de 3 500 là que je devais rembourser. Ok. Ah, donc les étudiants ont la possibilité de faire des prêts à la Banque de France? Oui. Ok. Oui, mais à condition que tu fournisses les documents d'un garant. D'accord, je vois. Ouais. Ben, si tu te lèves tout seul comme ça, ils vont te pétaler, ça c'est sûr. Ok. Donc, du coup, ouais, j'ai dû rembourser ça et puis j'ai passé pratiquement 9 mois chez Peugeot parce que pendant ce temps, je cherchais quand même des débouchés, tout dans la thèse ici à Sherbrooke. Okay. Donc, j'avais vu l'offre sur ABG Intelligence, c'est un site là sur lequel ils publient les offres de thèse dans tous les pays. Ah, ok. Donc, après, on va mettre le lien dans la description. Ok, donc c'est un site qui s'appelle ABG Intelligence. Et puis, j'ai postulé sur ce site et après, ils m'ont convié pour un entretien. J'ai passé l'entretien, ben, je leur ai dit tout ce que j'ai pu faire avec mon parcours, disons, académique et professionnel. Et ben, après ça, juste après l'entretien, ils m'ont envoyé un document d'acceptation. Et puis, donc, à partir de là, je commençais à préparer tout ce qu'il fallait pour venir faire la thèse ici à Sherbrooke. Donc, après l'acceptation, c'est-à-dire après l'entretien, il fallait demander une demande d'admission. Il fallait faire une demande d'admission à l'Université de Sherbrooke pour être accepté au 3e cycle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ben, en passant, pour des personnes qui se disent qu'ils peuvent faire une thèse ici sans une bourse, là, la thèse en soi, c'est $47 000 sans bourse. C'est-à-dire que si tu n'as pas de bourse, tu paies $47 000 par session. Session, chaque semestre? C'est ça. Non, par session, c'est 4 mois. Ici, c'est 3 sessions. Ici, c'est 3 sessions. Tu as la session d'été, la session d'hiver, la session d'été, la session d'automne. Donc, c'est 4 mois. Ah, ok. C'est ça. Donc, par session, tu es censé payer $47 000 pour une thèse. Non. Et ça pendant 3 ans? Genre, donc ça va être 3 fois 4, 3 fois 3 plutôt, ça fait 9 sessions. C'est ça. Ben, si tu arrives à finir ta thèse en 3 ans. Wow! C'est ça. Donc, ok.
disons que venir faire une thèse en étudiant libre, quand même, disons que c'est plutôt compliqué là. Ah oui. Donc, ouais, mieux vaut trouver un directeur de thèse et puis qui va t'octroyer une bourse, qui va te permettre d'obtenir l'aide, disons, une bourse de l'université qui te permettra genre, ils vont payer une partie de ta scolarité. Tu vois. Ah, d'accord, ok. Donc, avec la rémunération que tu auras ici à l'université, tu pourras payer le reste. Ok, wow. C'est ça. En fait, le doctorat, c'est vraiment différent de pays en pays. Hein. Oui, c'est vraiment différent de pays en pays. Vraiment différent. Très différent. Ouais. Mais je n'ai pas fait le doctorat dans tous les pays, mais je peux te dire que moi, je conseille à n'importe qui de faire sa thèse ici. Là. Ok, pourquoi? Ouais. Si tu tombes sur un bon professeur, une bonne équipe de recherche, franchement, et tu es payé tu es pas bien payé, mais tu es payé convenablement, je vais dire. C'est-à-dire que ça te permet de t'en sortir avec ton quotidien, là. Ouais. C'est vraiment un bon atout, là, venir faire une thèse. Okay. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait les démarches, là, pour venir ici à Sherbrooke. Je pense que c'était en 2018, début 2018. Et j'ai fait la demande de visa. Bon, je peux expliquer aussi la démarche là. Après que tu aies accepté après l'entretien, il faut faire la demande d'admission. La demande d'admission se fait avec la lettre d'acceptation en thèse. Donc, c'est ton directeur de thèse qui va te fournir ça. Et puis, ils te fournissent aussi la preuve de bourse. Comme quoi ils vont te payer une telle somme pendant une année, tu vois. Ouais. Donc, tu joins tout ça au dossier, ton compte bancaire, tout ce que tu as comme économie, là, tes relevés bancaires, tu les joins et puis voilà, tu fais ta demande d'admission. Après la demande d'admission, il y a une demande qui s'appelle le CAQ. Donc, ça veut dire que c'est le Québec. Tu vas demander maintenant une acceptation au niveau du Québec pour venir faire des études. Et ouais, donc après ça, tu demandes le visa. Si tu n'as pas l'autorisation du Québec de venir étudier au Québec, tu ne pourras pas obtenir le visa. Donc c'est une étape assez cruciale. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc après le CAQ, j'ai demandé mon visa et puis ça a marché. J'ai dû arrêter le job. Parti faire un mois à Lomé et puis directement ici là pour commencer la thèse. Ok. Ouais. Alors, ouais, tu vois, le parcours est assez intéressant. C'est très vite dit là, comme ça. Ouais. C'est un très très beau parcours, hein, franchement. De Lomé à Naba, ensuite à Nancy, Strasbourg. Wow. Maintenant, à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est lequel? C'est au Québec, c'est ça? Oui, c'est au Québec. Donc, c'est la partie francophone, quoi. Ouais, la partie francophone. OK. À 2h30 de Montréal. OK. Ah, donc le Québec est grand, en fait. Oui. Oh, okay. Oh oui. Oui. OK. C'est grand. Et dans comment on va dire, du coup, c'est une région, en Suisse, on parle de canton, je ne sais pas trop. Donc, au Canada, on parle de quoi? Région, province. Ah oui, je crois que c'est province. C'est ça, ce sont les provinces. OK. Ici, c'est la province du Québec. Du Québec, ouais. Ouais, si dans la province, tu fais 2 heures, c'est que c'est grand. Oui, non, c'est quand même grand, là. C'est quand même grand. OK. Quand même grand. Il y a plusieurs villes, hein, chez Bogati. Il y a plusieurs villes. Le Québec est grand, hein, c'est pas... Dit comme ça, on dirait que c'est juste une petite péninsule là dans un coin. Non. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Ok, donc très beau parcours, très beau parcours et plein de rebondissements. Un petit détour en France et tu es retourné à Lomé, Yao. Alors peut-être tu vas enchaîner sur ça. C'est-à-dire que le fait que tu es parti en France, on peut dire que c'est parce que Yao t'a donné cette information-là. Tu as postulé, même sans vraiment savoir que ça allait marcher et tout. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est la notion de réseau. C'est-à-dire les personnes que tu connais peuvent t'ouvrir des portes. Et ça, c'est vrai.
À peine, il y a 2 jours, attends, c'était quand? Jeudi, aujourd'hui, ouais. Donc, il y a à peine 2, 3 jours, et j'étais à une conférence où la dame disait, on parlait de networking et tout, et la dame disait, one handshake can change your life. C'est-à-dire, une seule poignée de main peut changer ta vie. Et ça rejoint aussi la notion de réseau dans le sens où une seule personne que tu connais, que tu entretiens une bonne relation avec lui, peut t'ouvrir des portes. Ouais. Donc, ouais, tu as déjà parlé de ça, mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur la notion de réseau, le fait de... Oh, si, je ne me permets jamais de laisser de mauvais souvenirs à n'importe quel endroit où je vais. Ouais, c'est vrai. Ça, j'évite de le faire. Vraiment, j'évite de le faire. Même si il y a, comment ça s'appelle là? Il y a un mec que j'avais croisé, je ne sais plus si c'est en Algérie ou... non, c'était en France. Et c'est quand je partais de... quand je partais de Nancy pour aller à Lomé et par après arriver ici au Canada. Et j'étais juste assis là à la gare de bus parce que j'avais pris le bus de Nancy pour Paris. Donc j'étais juste assis à la gare de bus. Puis c'est un Nigérian qui était venu là. Et genre dans la discussion, genre un petit conseil qui m'a glissé, ne jamais partager, c'est-à-dire ce qu'on ressent vraiment avec. Je ne sais pas comment le dire. Ne jamais partager son ressentiment dans son milieu professionnel. C'est pas. Ça veut dire que comment je peux dire ça? Les trucs que tu vas partager avec ta famille, faut jamais le partager dans ton milieu professionnel, sinon ça serait utilisé contre toi. Je ne sais même pas quel genre de discussion on avait avec lui là pour qu'il me dise ça, mais c'est resté gravé dans ma tête, je t'assure. Parce que les gens vont se baser là-dessus là pour voir s'ils peuvent s'associer avec toi ou pas. Genre, ils vont te donner une personnalité que tu n'as pas, mais juste que tu partageais tes émotions avec d'autres personnes. Mais ça peut être pris dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Et surtout, toujours partager les meilleurs souvenirs avec ceux qui sont dans le milieu professionnel. C'est tellement que dans le milieu professionnel, tu auras un ami très proche avec qui tu peux tout dire, mais pas avec tout le monde, tu vois. Sinon, ils vont te créer une personnalité qui va faire que même si tu pars, genre tu quittes cet endroit-là en bon terme avec tout le monde, ils seront pas tous excités dans l'idée de travailler avec toi dans l'avenir, tu vois. Juste à cause de quelque chose que tu as dit, genre quelque chose que tu as ressenti. Par exemple, quelqu'un qui vient critiquer le boss auprès de toi et tu penses que avec lui, vous êtes très proche, donc toi aussi, tu te laisses aller, tu dis tout ce que tu veux. Tu vois, c'est jamais à faire, tu vois. Même si c'est un peu un piège ce jour-là, demain, il peut l'utiliser. Un jour, ça peut se retrouver contre toi. C'est ça. Tu vois, c'est ça, ne jamais partager son point de vue. C'est les petits trucs comme ça, tu vois. Mais genre, seulement des discussions vagues. Ils voulaient faire des activités ensemble. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis avec ça, tu es sûr quand même de laisser de bons souvenirs dans la mémoire des gens. Bah justement, en parlant de bons souvenirs, quand on est arrivé à Annaba, on était 4 Togolais et tout le monde nous parlait de Rodrigo Gino. Ah, comment ils vont? La paire. Il y a même Zégué Djimoussa Diarra, je le connais très bien. Oui, Zégué, ouais. Il parlait tout le temps de vous et même à l'administration, au rectorat, M. Ali aussi parlait de vous. Bref, vous avez vraiment laissé une trace assez mémorable. Du coup, comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour laisser autant de traces? Oh, ok. Ben ça, je pense que ça, c'est par le biais du foot, hein. Ok. Ouais, oui, ben... parlait du fait que vous jouez beaucoup, contrairement à moi et peut-être... Oh, mais je te dis qu'à Annaba, en 6 mois, tu as fait le tour, hein. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'autres distractions là, Annaba, ouais, c'était truc là, mais le point positif, c'était qu'on était... on avait plusieurs nationalités, donc ouais, c'était l'occasion de connaître un peu tout le monde là. Et puis, ben, je peux dire que le point clé, c'est
je vais pas nous jeter des fleurs, mais on jouait bien au foot, tu vois. Ok. Là, On jouait bien. Ouais, c'est ça, mais je te dis que la première année, j'avais un maillot jaune épervier là que je portais tous les soirs. Hein. Wow. Donc, la plupart des Algériens là, qui me connaissaient, ils m'appelaient Adebayor. Adebayor, ouais. C'est vrai qu'ils rattachent souvent. Quand je viens de quel pays, Togo, Adebayor. Ouais, c'est ça. Donc, ben, avec Dino, c'était la paire. On était toujours dans la même équipe. Je ne sais pas comment on faisait, on se retrouvait toujours dans la même équipe. Et puis ouais, c'est ça. On a même joué dans l'équipe de l'université. Ok. Ouais. Ben ouais, je pense que c'est par là que les Ali, tous ceux-là nous sont connus là. Parce qu'on faisait le tour là des wilayas pour jouer des tournois avec eux. Je vois. La belle époque, comme on dit. Ouais, c'était intéressant. Mais je pense que ce qui est resté dans la mémoire de la plupart là, c'est parce qu'on les faisait rire. Ok. Ouais. Non, écoute, ça, à Naba, si tu viens chez moi ou tu me croises n'importe où là, écoute, c'est toujours de la rigolade, tu vois. Ouais. On faisait que rigoler avec les gens et puis mais on se retrouvait à l'entrée du pavillon des fois quand on finit de jouer, on faisait que rigoler. Zégué, il avait organisé des formations, ben on avait pris part à ces formations. Ouais. Et puis ils avaient aussi organisé des, comment on appelle ça, des festivités là, c'est la salle, je me rappelle plus, mais c'est la salle qui est à côté de la faculté de sciences et technologies. L'amphi Aboubak Belkaïd. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est en fait le département de métallurgie, non? Ou pas? Ouais, c'est ça. C'est en face. Aboubak Belkaïd. Oui, tu as bien raison. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, bon, c'était pendant ce temps, c'était quoi? Le Cool Catcher qui faisait le truc là. Donc, j'étais parti, c'était une salle qui était pleine là. Il y avait tout le monde algérien. Oui, les semaines internationales, là, il y avait tout le monde. Donc, disons que j'étais parti gâter la piste pendant 4 minutes, tu vois. Ah oui. C'est tellement que jusqu'aujourd'hui, il y a mes vidéos qui circulent en Algérie. C'est sûr. Ah ouais. Donc, c'est pourquoi Zégué, il a l'habitude de m'appeler Come on, man. Il y a un son, ouais, c'est ça. Ouais. Il me voit Come on, man, et puis je crie à Yakou, il y a des trucs comme ça. C'est vrai que, alors, peut-être on parle de Zégué, tous ceux qui écoutent cette émission ne savent pas qui c'est. Alors, c'est un Malien qui a une très haute compétence en art oratoire. Il sait très, très bien parler. Ouais. Et il est, même sur cette chaîne YouTube, vous pouvez regarder, il y a 2 ans, je l'ai interviewé pour qu'il présente le Mali. Donc, actuellement, il est au Mali, il a une société où ils font des drones et plein de choses. Donc, vous pouvez trouver sur Facebook, etc. Donc, c'est un ancien étudiant d'Algérie, à Annaba, précisément. Et puis, voilà. Ouais. Un très bon gars et puis un très bel accomplissement ce qu'il fait actuellement au Mali. Effectivement. Même quand on était là, il faisait les animations des journées culturelles, il organisait des formations. Bref, il a fait énormément de choses et c'est très, très inspirant, tout ce qu'il fait. Ben oui. Zégué. Ok, ben c'est ça. Hein. Donc, disons qu'avec toutes les nationalités là, ben, tous ceux qui vont se souvenir de nous avec Dino, c'est la rigolade, quoi. Et puis le football, pour la plupart. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le rire est un très bon canal pour se faire ça. Surtout, pour ne pas se faire oublier par des personnes là. Et puis, c'est bon. En vrai, ce dont on se rappelle, finalement, c'est pas le matériel et tout, mais c'est les émotions qu'on a partagées avec les autres. C'est ça. Moi, franchement, quand je me rappelle de l'Algérie, c'est très, très belles émotions avec des personnes. Parfois, je regarde nos anciennes photos, nos anciennes vidéos, je me dis, waouh, c'était trop cool. Et c'est ça, en fait. Pour rester dans la mémoire des gens, il faut les faire ressentir de belles émotions. C'est ça. Mais tu sais pas quoi? Moi, j'ai perdu toutes mes photos d'Algérie. Oh non! Parce que j'avais ça dans un portable. Je suis rentré à Lomé avec, le portable s'est gâté et puis
Aïe. C'est fini tout ça. Vidéo, parce qu'on faisait des soirées. On Oui, faisait exactement. Les soirées, les matchs de foot. Tout ça, je les ai perdus. Tout ça, je t'assure. C'est-à-dire, c'est une partie de mon histoire là, qui s'est envolée dans, Oui, oh là dans la là. mémoire d'un portable, je t'assure. Wow. Il faut, Ouais. c'est pour ça, bon, c'est vrai que maintenant c'est trop tard, mais il faut toujours faire des sauvegardes. Sur une télé. Ouais, ben, écoute, C'est si le cas. en cette période-là, si je savais qu'on pouvait faire des, Ouais. comment on appelle ça, des sauvegardes sur Gmail, là, j'allais le faire, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, là, ça me fait vraiment mal. Mais Bah, bon, c'est conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez de très belles photos, des souvenirs, ne les gardez pas sur ça. une seule source, mettez-le soit sur le cloud, soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB. Ouais, garder, en c'est fait. ça. Le Ouais. meilleur moyen, c'est vraiment le cloud, là. Surtout Ouais, le cloud, c'est le truc. toujours mieux. Ouais, c'est toujours mieux. Tu peux le retrouver à chaque fois. Exactement, ouais. Synchroniser l'appareil avec Gmail et puis ça, c'est vite fait. Alors, moi, personnellement, j'aime pas Gmail. Ce qui est bien. Mais en même temps, tout ce qui est gratuit, quand quelque chose est gratuit, c'est toi le produit, en fait. Et donc, nos données personnelles sont exploitées à des fins qu'on ne sait pas toujours. Ok. Quand on peut, moi, je trouve que c'est toujours mieux de payer pour certains services, en fait. Mais Ok. bon, voilà, après, chacun. Mais chacun. tu n'es pas sur Facebook, du coup. Si, je suis sur Facebook, mais l'utilisation que j'en fais, elle est très Ouais, limité. pour les applications de Facebook en général. J'utilise un VPN pour pas être tracé à tout le temps. Donc, Oh, man! je suis un peu maniaque. Je fais de l'informatique. J'ai des personnes âgées en informatique ici et tout. Donc, voilà, j'ai des conseils assez poussés et tout. Mais bon. En tout cas, je ne sais pas ce que vous va vouloir de moi, mais qu'ils viennent le prendre. Hein. Non, en fait, tu vois, souvent les gens disent ça. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à cacher. En réalité, c'est vrai. C'est que tu n'as rien à cacher, mais tu as quand même des choses à protéger. Ouais, mais les choses que tu as protégées sont super importantes parce que peut-être qu'au niveau, toi, tu le vois, c'est-à-dire au niveau personnel, c'est rien du tout. Mais si on prend les mêmes données chez 10 millions de personnes, avec la statistique, on peut tracer des courbes, c'est-à-dire des oui, faire interpréter des trucs. Et voilà, interpréter des trucs et faire tellement de choses, en fait, que nous, on peut même pas avoir idée. Et parfois, on pense qu'on prend certaines décisions, mais on sait pas que c'est d'autres personnes qui nous ont influencés à prendre ces décisions parce qu'ils nous connaissent très bien et savent toutes nos habitudes, ils savent tout sur nous. Genre, aujourd'hui, imagine, dans la ville de Genève, je sais pas, tout le monde se lève et écrit sur Internet mal de tête, mal de gorge, et qu'il y a peut-être, je sais pas, 10 000 personnes qui le font. Automatiquement, Google, qui est aux États-Unis, va savoir avant même les autorités suisses qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ces données-là, elle va le revendre, elle peut faire plein de choses avec. Et ça, c'est qu'un exemple, en fait, de ce qui est possible. Oui. Ben, je suis très bien au courant de leur utilisation, tout ça. En fait, je passe à la question qui suit. Est-ce que tu aurais des modèles qui t'inspirent énormément, des personnes qui t'inspirent? Oh, alors, oui, j'en ai. Attends, il y a Niels Armstrong, il s'appelle. C'est un astronaute. L'astronaute, ouais, l'astrophysicien ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ouais, il est aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'il m'inspire? Parce que moi, je m'intéresse à la science en quelque sorte. Et puis, j'adore sa manière de décortiquer les trucs. Il ne fait que des hypothèses et il n'assume rien. C'est-à-dire, pas qu'il n'assume rien, mais il ne dit pas que ce qu'il dit est de la vérité, mais il y a des résultats pour prouver ce qu'il dit. Je ne sais pas si je peux... Genre, il y a des résultats pour prouver que ce qu'il dit est vrai, mais lui, il ne dit pas que c'est vrai. OK. Il amène les gens à penser. Il a toujours cette marge qu'il donne à l'erreur. C'est ça, toujours. Donc, moi, quand j'avais commencé la métallurgie, là, donc, je l'ai découvert comme ça sur
YouTube et puis j'ai commencé à voir écouter ses podcasts, voir ses vidéos. Et puis, ouais, il m'a quand même un peu forgé le cerveau, là. Je te montre. Après, il y a le président Kagame. OK. Avec sa vision sur la vision qu'il porte sur l'Afrique en général et le monde. Parce que profondément, c'est quelqu'un qui est vraiment humanitaire, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ouais. Après, bon, Kémy Séba, lui, c'est un révolutionnaire pour l'instant, mais ouais, j'aime ce qu'il dit. J'aime ce qu'il dit en quelque sorte. Okay. Est-ce qu'il pourra arriver à ses fins? L'avenir nous le dira. Mais ce que moi, disons que lui, c'est plutôt de la politique et tout là. Mais moi, je préfère que la plupart d'entre nous là s'arment vraiment de connaissances et sur la base de la connaissance du peuple, pas juste. Eux, ce sont de bons orateurs. Donc, ils peuvent se mettre devant la caméra et puis dire tout ce qu'ils pensent là. Mais si tu n'as pas l'oratoire, mieux vaut te baser sur des connaissances spécifiques et puis aller investir pour aider ton pays à s'en sortir. Parce que je pense que le gros problème que nous, on a actuellement, c'est qu'on n'a pas assez d'industrie de manufacture, tu vois. De fabrication, de haute. C'est pourquoi j'ai adoré l'initiative de Zégué, parce que lui, il fabrique les drones aujourd'hui au Mali, et puis mais je le vois sur tous les plans là où il fait pas mal de choses au Mali avec son entreprise. Et par là, il peut former des Maliens, il va créer une marque, et puis voilà, à travers ça, vont découler beaucoup de choses. Ok, ben, je ne peux pas dire que Zégué c'est un modèle, mais c'est quelqu'un que j'admire, tu vois. Ouais. Quelqu'un que j'admire. Mais ils sont quand même nombreux, mais ceux qui sortent du lot, je vais te dire que ce sont les deux là. D'accord. Donc, il y a Niel et puis, le président Kagame. Mais là, je parle de ceux qui sont vivants. Hein. Là, je parle de ceux qui sont vivants, mais si c'est ceux qui sont morts, là, il y a Garvey, voilà. Marcus Garvey. Marcus Garvey. Pas ce que les gens disent, c'est-à-dire pas ce que les gens disent qu'il a dit, ce que lui, il a dit lui-même. Ouais, ceux qui ne le connaissent pas, là, genre, s'ils veulent savoir qui c'est, n'allez pas lire des livres, genre, l'histoire de Garvey. C'est pas lui qui a. Tout ce qui est dans le livre, c'est quelqu'un qui narre son histoire. Il y a beaucoup de trucs qui sont déformés là-dedans. Cherchez les livres qu'il a écrit lui-même quand il était en vie. Voilà. Donc, ouais. Donc, il y a Marcus. Ouais, il y a Garvey aussi. Ok. Il y a Garvey. Bah, si c'est là, la personne là que je vais dire que mon directeur de thèse, il s'appelle Nicolas Bazoglou, c'est un grec. Ce que lui m'apprend, c'est l'humilité. Je peux te dire que c'est un gars qui a tout fait dans le milieu scientifique, tu vois. Wow. Mais c'est-à-dire qu'il se met à ton niveau quand il te parle. C'est rare de voir ça. Ouais. C'est très, très rare. Ben, ils sont deux. Il y a un autre qui s'appelle Christopher, c'est aussi mon directeur de thèse. Et ils sont co-directeurs sur mon projet. Donc, je ne vais pas dire que c'est des gens que je les admire aussi comme Zégué, mais je suis vraiment leur pas, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la grosse tête. La connaissance n'est pas synonyme de domination ou quoi que ce soit. Là. Partager la connaissance dans la bonne humeur et dans la joie. Ouais. Donc, s'il y a des trucs genre 3 personnes à retenir, là, donc c'est Garvey, Niel et puis le président Kagame. Ouais. OK. Bah, un bon paquet de personnes qu'on invite à tous les auditeurs à aller écouter. Ouais. Ils sont très. C'est ça. Ils sont très intéressants dans ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas du tout politique, moi. Mais je prends toujours c'est-à-dire le parcours des gens
et je vois leur action, tu vois. Ouais. Je vois leur action. Et puis, j'aime plutôt m'inspirer de personnes qui évoluent dans une dimension, pas dans une dimension, mais dans un territoire où je me retrouve. Ok. Je peux te dire Elon Musk, mais Elon Musk, je ne peux pas avoir son parcours. Ouais. Parce qu'on n'a pas les mêmes, comment je vais dire, les mêmes avantages sociaux, on n'a pas les mêmes trucs, tu vois. C'est sûr, ouais. Donc, mais Niel, par exemple, il est issu il y a son histoire, là, tout le monde peut aller le voir. C'est un parcours que moi, je peux répéter. Ok, ouais, je vois. C'est ça. Comment il s'appelle? Kagame, je m'aspire pas à devenir président, mais c'est un parcours que je peux répéter dans le sens où, si demain, je rentre chez moi, à Lomé, par exemple, et je me dis, je veux créer une entreprise qui est basée sur l'agriculture, des trucs comme ça, je peux utiliser son modèle de leadership dans ma société, tu vois. Ouais, je vois. Donc, c'est des trucs comme ça. Quand je dis que je suis des gens, c'est pas forcément l'envergure politique. C'est plutôt leur sens de voir les choses et puis leur démarche, leur leadership. Ok. C'est très bien ça, c'est très bien. Ouais. Plutôt que de suivre juste des gens parce qu'ils sont intéressants. Non. Tu suis plutôt des gens dont le parcours est réplicable par toi, en fait. Et ça, c'est très cool parce que... C'est ça. Parce que je peux te dire que j'admire Elon Musk, mais lui, il se lève le matin, il te parle de crypto-monnaie, il te parle de Tesla, il te parle de... pour aller réaliser ça, ces genres de trucs. C'est-à-dire qu'il est dans une autre dimension. Il ne se confronte pas au même problème que les Kagame, les Dangote, c'est un autre aussi, ça. Tu vois? C'est vrai. Voilà. Donc, mieux vaut, il y a quelqu'un qui a dit, mieux vaut connaître les problèmes auxquels les gens se sont confrontés que les réussites. Tu vois? Donc, si on me relate aujourd'hui les problèmes de ces personnes-là que je t'ai citées, je suis sûr que ces genres de problèmes, je peux les rencontrer demain. Oui, je vois, je comprends tout à fait. Ouais, c'est très intéressant, hein. J'avais jamais vu ça dans ce sens-là. Mais c'est très intéressant. Et on pourrait continuer avec, dans la même volée, on va dire. Okay. Est-ce que tu aurais un film, je sais pas, un livre, un podcast, un auteur, une émission inspirante, au-delà d'une personne, quoi, que tu aimerais conseiller à toute personne pour augmenter son niveau de connaissance? Parce que comme tu disais dans la précédente question, c'est important d'avoir des connaissances et pouvoir se développer grâce à la connaissance, en fait. Pour ce qui est pas de la politique, mais je vais dire de la connaissance sur des événements qui se passent, des trucs comme ça. Il y a un petit qui s'appelle Jake Tran, J-A-K-E-T-R-A-N. Ouais, donc il parle de beaucoup de choses, hein. Il parle de politique, économie, beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Et puis, il travaille vraiment sur ses vidéos. Si tu veux le corriger, là, il faut que tu soumettes une source. Ça doit être accompagné d'une source. Il pourra vérifier et dans la vidéo qui va suivre, il pourra présenter ses excuses dans la prochaine vidéo. Voilà. Wow, ok. Ouais, donc c'est quelqu'un de très sérieux et là, ses vidéos sont très intéressantes. D'accord. Ben, il y a déjà la chaîne là dont tu avais parlé au début. Ah oui, Tinkerview. Oui. Ok. Je m'étais aussi abonné, même si je ne les suis pas tout le temps. Mais quand ils ont des notifications qui m'intéressent, je regarde. En fait. Voilà, il y a une chaîne qui s'appelle des Engineering Mindset. Ok. Donc, vraiment très, très, très intéressant. C'est-à-dire ils expliquent tous les composants dans les appareils électroniques, comment ça marche, même comment l'électricité marche. C'est-à-dire, tu peux même sur la chaîne là voir pourquoi tu payes tant pour l'électricité que tu consommes chez toi, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Eux, c'est vraiment la partie ingénierie là. Mais tout ce qui concerne l'ingénierie. D'accord. Donc, tout ce que tu cherches, tu vas le trouver sur cette chaîne-là. Donc, c'est des Engineering Mindset. Mais il y a un Africain, un Ghanéen, qui s'appelle Wande Maya. Peut-être que tu le connais.
Non, Wande Maya. Voilà, lui, c'est-à-dire que si tu as des projets pour ton pays, lui, il va t'inspirer à le faire. Donc, il a une chaîne là qu'il utilise il parcourt toute l'Afrique, où c'est-à-dire les chaînes internationales vont dire qu'il y a des guerres, il va y aller, il va te montrer que les gens sont pacifiques, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah oui, c'est bon, je le connais, tu as raison. Là, maintenant. Ah, voilà, voilà. Ouais. Lui, je peux te dire que, c'est-à-dire, chaque jour, je regarde ses vidéos. Wow. À chaque fois qu'il publie une vidéo, je la regarde parce que les vidéos sont vraiment intéressantes. Ouais. Et puis, il me soutient dans mon idée d'aller installer une entreprise au Togo, par exemple. Au Togo, ouais. Ok, wow. Ok, bah moi aussi, je vais beaucoup le regarder. J'avais regardé un épisode où il parlait de Ghanéens qui se sont installés au Kenya, qui font du business dans la restauration. Ah, ok. Là, je l'ai découvert, en fait. Je me rappelle plus qui m'avait envoyé cette vidéo. Mais je viens de la chaîne et ça me rappelle, je le connais, effectivement. Oui, franchement, il a surtout des vidéos, il y a des personnes là qui quittent l'Occident, par exemple, ils rentrent, ils ont oui. Enfin, voilà, tous les problèmes qu'ils ont eus, ce qu'ils veulent voir changer, la démarche, comment ils ont fait pour installer leur entreprise, tout ça. C'est-à-dire, c'est bien décortiqué dans la vidéo. Donc, c'est un truc qui est très intéressant, en fait. Ouais. Donc, lui, son but, c'est de motiver la diaspora à investir au pays, tu vois. Oui, je vois. Bah, je dis au pays, en Afrique, en quelque sorte. L'Afrique, ouais. Parce qu'il parcourt tous les pays africains. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. Ben, je pense que c'est ces quatre-là, les chaînes-là que je t'ai données. Ouais, je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Ok. Je pense que c'est une très, très belle émission qu'on a fait aujourd'hui parce que on a partagé énormément de choses. Très, très belle expérience de ta part aussi. La dernière question que j'aime poser à tout le monde, à ton avis, le monde sera comment dans 50 ans? C'est-à-dire en 2062? Ah, alors, le monde, en 2072, 2072, on va dire. Ah, 2072. Ok, ben, je pense que déjà, la plupart des trucs là seront virtuels, déjà. C'est-à-dire que même les négociations, comment on appelle ça, négociations, interview pour un job, des trucs comme ça, tout ça va se... Genre, la métaverse là qu'ils ont sorti, je ne sais pas s'ils disent la métaverse ou le métaverse. Le métaverse, enfin, je sais pas. Ouais, ben, qu'ils essaient de mettre en place, là, je pense que ça va vraiment révolutionner beaucoup de trucs. Ok. Vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ça sera en bien, mais je sais que la plupart des trucs seront virtuels. Ça, c'est sûr. Mais tu sais que moi aussi, je voulais te poser la question pour savoir les gens que toi, qui t'inspirent, mais bon, on est... Oui, bien sûr, on peut le faire. Alors, il faut dire que la personne qui m'inspire, parfois, c'est par période de vie. C'est-à-dire que la personne qui m'inspire en 2018, c'est pas la même qui m'inspire aujourd'hui. Ok, c'est bien raison. Ouais. Et actuellement, je dirais que il y a une personne qui est assez connue dans le monde du marketing que j'aime beaucoup, en tout cas par ses idées, par sa façon de faire. Je l'ai connu quand il avait à peine 40 000 abonnés sur sa chaîne. Aujourd'hui, il est à 400 000. Et il s'appelle Stanislas Leloup. Et si je vais résumer sa pensée, il dit en fait que l'humain n'est pas rationnel. L'humain ne prend aucune décision de façon rationnelle. Et si vous voulez pousser les humains à prendre des décisions, faites-les éprouver des émotions. C'est la seule façon durable de pouvoir les faire prendre des décisions. Et donc, sur cette base-là, tu peux faire énormément de choses, que ce soit en politique, que ce soit dans ton business, que ce soit dans le networking, etc., etc. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, alors, quand je le connaissais, il prenait souvent des films où il essaie de voir comment est-ce que des personnes ont réussi à persuader d'autres personnes et les biais psychologiques qu'ils ont utilisés. Et l'un des livres qui soutient ça, c'est Influence et Manipulation, par exemple, et plein d'autres livres aussi.
Et là, maintenant, il prend des sujets d'actualité. Par exemple, le Bored Ape Watch Club. Je sais pas si ça se dit quelque chose. Le Word? Non, Bored Ape Watch Club. Ah, je connais pas. Peut-être que tu as déjà vu circuler sur Internet des images de singes qu'on appelle NFT qui coûtent des millions de dollars. Ah oui. Ouais. Oui, j'en ai vu, ouais. Exactement. Il a fait une vidéo pour analyser comment est-ce que ces personnes-là ont réussi à pouvoir agglomérer autour des superstars du style Eminem, Nicki Minaj, Justin Bieber, pour qu'ils puissent acheter des images qui, en fait, en réalité, ne valent rien à des millions de dollars. Il a étudié aussi certaines publicités de Coca-Cola, de Nike. Enfin, il utilise plein de choses. Et moi, franchement, depuis que je l'ai connu, j'ai appliqué pas mal de ces principes, que ce soit dans mes business, dans ma vie en général. Et il y a beaucoup, je dirais, de changements. En tout cas, c'est des conseils qui marchent. Et c'est une personne. Ok. Ouais. Bon, ça, c'est dans le domaine du marketing, on va dire. Oh non, ouais. Je pense que là, je me suis même abonné à sa chaîne. Ok, c'est Marketing Mania, du coup, sa chaîne. Ouais, j'ai vu ça. Non, c'est très intéressant parce que il y avait un prêtre, c'est une vidéo là qui avait circulé sur Facebook, moi j'étais en Algérie, mais qui avait dénoncé par exemple la manière dont les missionnaires avaient fait pour imposer leur vue religieuse au cours de la colonisation, et puis ils passaient toujours par l'émotion, tu vois. Ils passaient toujours par l'émotion. Aujourd'hui, si tu vois une population en Afrique qui est vraiment craintive, qui n'arrive pas à manifester, ça veut dire que les parents de ces personnes-là ont été mutilés. Donc, c'est une émotion qu'on installe encore, qui fait que tu en as craint ta vie et puis ça modifie les gènes, hein, tout ça. Hein. Exactement. Justement, là, dans l'épisode précédent, avec l'intervenant précédent, donc docteur Tani, on parle d'épigénétique, le fait que l'environnement peut changer nos gènes. Mais on n'a pas développé plus loin en disant qu'en fait, les gènes aussi se transmettent. Et donc, les peurs de tes parents peuvent se transmettre. C'est ça. Tout à fait d'accord. Donc, tout à fait d'accord. Du coup, Marketing Mania, il y a aussi Zach Mwekassa. Et comme en fait, c'est une personne qui n'est pas si loin de nous, dans le sens où son histoire, on peut se retrouver dans ça. Parce qu'il a une histoire assez compliquée et tout ce qu'il partage, en fait, c'est super intéressant. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup dans sa façon dans ce qu'il partage, c'est aussi la notion de c'est quoi être un homme, sexe masculin. Pour ceux qui ne savent pas, en tout cas en Occident, on vit dans un monde où la notion de masculinité n'est pas du tout pareille que la notion de masculinité chez nous. C'est pas des choses qu'on a forcément appris avec nos parents. Parce qu'en fait, quand tu vis là-bas, tu l'apprends dans la société. Mais pour nous qui sommes sortis, il faut quand même avoir de points de vue. C'est ça. Donc, et puis, il y a pas mal de livres que je lis, donc c'est pas forcément les mêmes personnes. Qui vont t'inspirer. Je comprends. Tu as des périodes données où tu t'intéresses à d'autres personnes. Ouais. Exactement. Sinon, il y a l'auteur Nassim Taleb, que j'aime bien aussi. Un de ses livres, Le Signe Noir, est super intéressant dans le sens où il parle du fait que souvent dans la vie, on a des certitudes jusqu'au moment où un événement arrive et tout ce qu'on connaît n'existe plus. C'est-à-dire, il a dit qu'en fait, à une époque, on pensait que les signes étaient tous blancs. Donc, on disait que les signes sont blancs. Et on a fait des théories par rapport à ça, nanana. Jusqu'au jour où, en Australie, on a découvert un signe noir. Et boum, tout ce qu'on croyait sur la réalité des signes n'est invalidé, en fait. Ouais. Et il dit souvent dans la vie, dans plein de phénomènes, il y a des gens qui font des projections, ils disent que dans 5 ans, ça sera comme ça, dans 10 ans, ça sera comme ça. Mais en réalité, il y a des signes noirs qui arrivent, qui font que tout change. Que le Covid, c'est un signe noir que la majorité n'ont pas forcément prévu et qui a tout chamboulé. Que ce soit l'emploi, que ce soit au niveau du climat, je sais pas, plein de choses. Ouais. C'est vrai au niveau macro, donc au niveau de la planète, des événements planétaires,
Mais c'est vrai aussi au niveau personnel. C'est-à-dire que tu peux te dire, ouais, dans 5 ans, je serai ici, dans 10 ans, je serai ici. Mais en fait, t'en sais rien. Tout ce que tu peux juste faire, c'est faire ce que tu as à faire. Et en fonction de ce qui t'arrive, tu avances. Et c'est bien dans le sens où c'est pas un truc fataliste. C'est-à-dire que quand tu vois les choses comme ça avec le signe noir, la vie est moins fataliste. C'est-à-dire que si tu es né pauvre, par exemple, tu vas te dire, ouais, de toute façon, toute ma famille est pauvre, il n'y a rien qui peut se passer pour que ça change. Mais en fait, non. Un signe noir peut arriver et boum. Donc, disons que actuellement, c'est un peu les personnes qui m'inspirent assez. Okay. Donc, c'est intéressant. Tu as partagé avec moi quelques personnes intéressantes. Là. Je pense que je vais écouter leurs vidéos aussi là, pour voir ce qu'ils vont dire. Ok, c'est super. On fait un petit partage. En tout cas, si vous écoutez cette émission actuellement, dites-nous dans les commentaires aussi les personnes qui vous inspirent. Comme ça, toutes les autres personnes pourront aussi profiter des connaissances que vous avez, des personnes ressources que vous avez. Donc, on tend vers la fin. On est vraiment à la fin. Là, je te demanderai ce serait quoi ton mot de fin? Ah, ok. Mon mot de fin serait que, surtout à nos compatriotes là qui vont commencer à prendre des bourses bientôt là parce que les examens sont déjà passés. C'est d'avoir une vision de comment je vais faire pour venir améliorer la condition de vie de mes compatriotes ou en général des gens qui vivent en Afrique. Ça serait un bon début. Et puis, vraiment penser terre à terre, c'est-à-dire ne pas avoir les idées tournées vers ce qui se développe ailleurs, mais qui n'est pas encore réalisable chez nous. Mais vraiment penser au concret, ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui et aller chercher ces connaissances-là. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est ce que j'ai appris aussi au cours de ma thèse ici. Faut pas penser sur des nuages. Il faut vraiment penser aux problèmes auxquels on est confronté. Et quand on va chercher les compétences pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, on évolue vers le nuage là que on ne pensait pas atteindre, mais disons que c'est un chemin à parcourir avant d'avoir des idées, je vais dire, pas marginaux, mais abstraites, je vais dire. Tu vois un peu? Ouais. Donc, pensons terre à terre, pensons aux problèmes que nous avons, améliorons nos vies avec les compétences que nous acquérons au cours de nos différents parcours académiques. Et avec ça, on pourra essayer demain, pourquoi pas, de vouloir entrer en compétition avec ceux qui sont déjà à un niveau de développement donné. Ouais. Donc, c'est un peu ça mon mot de fond. Okay. Et puis, merci pour le podcast. Moi, je pense que ce podcast-là, vraiment une bonne route à faire, là, je crois. Et puis, surtout ceux qui vont écouter le podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos connaissances. Et c'est simplement des parcours qu'on expose qui peuvent intéresser ou ne pas intéresser d'autres personnes. Et puis, le partage fera que il y a des trucs dont on prend conscience là, globalement, à la base à partir de ce podcast. Et je pense que ça fera du bien pour la diaspora et ceux qui sont en Afrique actuellement. Ouais. Sur ces mots de fin très inspirants, je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation. J'avoue que ça n'a pas été facile pour t'avoir. On a plusieurs mois. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Je suis très content. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Mais je vais t'envoyer aussi des contacts de quelques amis. Ouais. Et parfois, c'est l'histoire d'une seule personne qu'on écoute. On se dit, waouh, il a réussi à faire ça. Ah ben, moi aussi, je dois faire ça. Et la vie d'une personne peut changer comme ça. Donc, je crois beaucoup, en tout cas, à ce podcast. Je crois qu'il peut avoir un impact et on va continuer. L'idée, c'est de faire un épisode par mois. Donc, on est sur un lancé. Et puis,
Comme j'aime le dire, j'adore dire ça, le meilleur reste à venir. Donc, merci. Effectivement. Et puis, porte-toi bien, à la prochaine. Bon merci. Courage pour ta thèse, pour la fin de ta thèse. Merci, merci. Au plaisir de te retrouver. Ou peut-être de te cacher à Sherbrooke, un de ces quatre. Ouais, ben, ça, c'est sûr, là, il n'y a que les montagnes qui se retrouvent. Exactement. Comme on dit. Et puis, bel été à toi en Suisse, là, à Genève, non? Oui, exactement, à Genève. Ouais, vous êtes en été. Oui, c'est l'été aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bel été à toi. Et puis, à très bientôt. Et merci, à très bientôt. Merci. Bye. Bye. Créer des entreprises, c'est l'ambition de sa vie. En 30 ans de carrière, Gervais Koffi-Diondo a réussi à bâtir un empire panafricain. Il lance aujourd'hui un défi aux générations futures. À elles maintenant de prendre la relève. Si toi aussi, tu veux exceller dans tes études et dans ta vie en général, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je t'invite à t'inscrire à notre lettre d'information en nous écrivant « J'aime le scribe nomade » à l'adresse email katiopatv@gmail.com KATIOPATV@gmail.com. Ainsi, tu auras la possibilité de participer au prochain podcast en live et plein d'autres avantages. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.